À l'extrémité du village d'Adab, là où la terre rouge collait obstinément aux sandales et où le soleil semblait brûler un peu plus fort qu'ailleurs, se dressait une petite maison en ciment aux murs fissurés et au toit en zinc affaissé. C'était là qu'Amara vivait. La maison penchait légèrement d'un côté, comme si elle aussi était fatiguée de rester debout, un peu comme elle. Amara avait 12 ans lorsque l'accident s'est produit. Elle s'en souvenait par fragments. Le rire de sa mère sur le siège avant du bus. Son père promettant de lui acheter des bananes plantain frites lorsqu'ils arriveraient. Le crissement des pneus, un cri qui ne ressemblait même plus à une voix humaine. Après cela, il y eut les lumières de l'hôpital, des proches qui murmuraient, un drap blanc recouvrant 2 corps immobiles, puis le silence. Ses parents n'étaient pas riches, mais ils étaient chaleureux. Leur maison était petite, mais elle résonnait de rire. Après leur enterrement, ces rires semblèrent les suivre jusque dans la terre. Sa tante, la sœur aînée de sa mère, l'accueillit chez elle. Pas par amour, mais par obligation. « Tu as de la chance que je n'ai pas le cœur dur », disait souvent sa tante. Certaines personnes t'auraient envoyé dans la rue. Amara apprit rapidement que la gratitude était attendue, même pour des miettes. Au début, elle essaya très fort de se faire petite. Petite dans son appétit, petite dans sa voix, petite dans sa présence. Mais le chagrin fait des choses étranges à un enfant. La nourriture devint un réconfort lorsque la maison semblait froide. Lorsque les paroles de sa tante coupaient trop profondément, lorsque ses cousines levaient les yeux au ciel à sa simple présence, elle se retrouvait à manger silencieusement dans la cuisine longtemps après que tout le monde était allé se coucher. Ce n'était pas de la gourmandise. C'était de la survie. À 16 ans, son corps était devenu plus rond, plus doux, plus plein que celui des autres filles de son âge. Ses cousines étaient minces, au visage fin. Elles portaient des robes ajustées et tressaient leurs cheveux avec assurance. Amara évitait les miroirs. Ce n'était pas seulement sa taille qui la rendait différente. C'était la manière dont les gens la regardaient, comme si elle était un problème ayant pris une forme humaine. « Ah, Amara !» s'exclamaient bruyamment les femmes au puits. « Tu deviens un sac de riz bien rempli. » Les rires suivaient. Elle riait aussi. C'était la règle. Si tu ris de toi-même, cela fait moins mal quand les autres le font. Mais cela ne faisait jamais vraiment moins mal. Elle portait des bidons d'eau plus lourds qu'elle. Elle balayait la cour avant le lever du soleil. Elle lavait les vêtements jusqu'à ce que ses doigts deviennent pâles et ridés. Malgré cela, la phrase préférée de sa tante restait la même. « Tu manges plus que tu ne travailles. » Amara se défendait rarement. Les quelques fois où elle essayait, sa tante levait un sourcil. « Oh, tu as une bouche maintenant ? Peut-être que tu devrais l'utiliser pour aller chercher de la nourriture ailleurs. » Alors elle avalait ses mots, avec tout le reste. La saison des prétendants était la pire. Chaque fois qu'un homme et sa famille venaient rendre visite pour l'une de ses cousines, la maison se transformait. On recouvrait les fissures de peinture fraîche, on accrochait de nouveaux rideaux, et l'odeur du poulet frit flottait dans l'air. Amara recevait un pagne et un ordre sec. « Reste dans la chambre du fond. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle un jour à 17 ans. Sa tante la regarda lentement de haut en bas. « Parce que personne ne veut voir ça quand on cherche une épouse. Pas même son nom. Juste ça. » Alors elle s'asseyait au bord de son petit matelas, écoutant les rires venant du salon, le tintement des verres et les doux gloussements de ses cousines. Une fois, la curiosité l'emporta. Elle sortit brièvement pour apporter un plateau de boisson. Sa tante était trop occupée à vanter les talents culinaires de sa fille pour l'arrêter. La pièce devint silencieuse. Les yeux de la mère visiteuse parcoururent Amara en un seul regard rapide et évaluateur. « Oh !» dit la femme en pinçant poliment les lèvres. C'était tout. Juste « oh !» Amara en ressentit le poids pendant des semaines. Après le départ des invités, sa tante la gifla. « Faut-il toujours que tu m'embarrasses ? Tu ne pouvais pas rester cachée pendant un seul après-midi ?» Amara ne pleura pas devant elle. Elle avait appris que les larmes irritaient les gens. Elle pleurait la nuit, silencieusement, le visage enfoui dans son oreiller mince, priant pour qu'aucun son ne s'échappe de sa gorge. Les garçons du village n'étaient pas plus gentils. « Amara, si on te pousse, tu vas rouler en bas de la colline ?» crièrent-ils un jour sur son passage.
Elle continua de marcher. Une autre fois, un jeune homme audacieux lui barra la route. Si je t'épouse, ta dot comprendra-t-elle de la nourriture gratuite à vie? Demanda-t-il à ses amis. Ils éclatèrent de rire. Elle passa soigneusement à côté de lui. Son cœur battait fort, non pas de colère, mais d'humiliation. À 18 ans, la plupart des filles de son âge avaient des admirateurs. Elle recevait des billets secrets, des appels téléphoniques tard le soir, des promesses murmurées derrière les manguiers. Amara recevait le silence. Ou pire, des moqueries déguisées en humour. Et pourtant, malgré tout, elle restait douce. C'était la chose étrange. La douleur ne l'avait pas endurcie. Elle l'avait adoucie. Elle aidait une vieille femme à traverser la route chaque jour de marché. Elle nourrissait les chiens errants avec des restes. Elle aidait les enfants du quartier qui avaient du mal à lire. Elle portait la gentillesse comme si c'était le seul héritage que ses parents lui avaient laissé. Parfois, tard dans la nuit, elle s'asseyait dehors et regardait les étoiles. « Je sais que vous pouvez me voir », murmurait-elle doucement en parlant à ses parents. « J'essaie. » C'était toujours la même phrase. « J'essaie. J'essaie d'être assez bien. J'essaie d'être assez invisible. J'essaie de survivre. » Un après-midi, tout changea. Sa tante venait de finir de la gronder parce qu'elle avait mangé un deuxième morceau d'igname. « Tu veux avaler toute cette maison ?» lança la femme. « Tu crois que la nourriture tombe du ciel ?» Amara posa silencieusement son assiette. « Désolé. » Sa cousine Chioma entra dans la cuisine en riant tout en tapant sur son téléphone. « Maman, tu as entendu ça? Le fils de Taylor a dit que personne n'épousera jamais Amara, à moins que l'homme soit aveugle. » Elles éclatèrent de rire. Quelque chose se resserra en Amara. Pas violemment, mais lentement, comme une corde tirée trop fort autour d'un bois fragile. Elle lava la vaisselle en silence. Plus tard dans la soirée, elle entendit sa tante parler à une voisine dehors. « Cette fille devient mon plus gros problème », se plaignait sa tante. « Aucun homme ne la regardera. Je ne peux pas continuer à la nourrir éternellement. Parfois je souhaite que quelqu'un vienne simplement la prendre. » La voisine ricana. « Même un fou ?» Sa tante marqua une pause. À ce stade, même ça. Amara se tenait derrière le mince rideau, écoutant. Chaque mot s'enfonçait dans sa peau. Elle avait toujours su qu'elle n'était pas désirée. Mais entendre cela dit si simplement, comme si elle était un bagage inutile, provoqua quelque chose d'irréversible. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle resta éveillée à fixer le plafond. Pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer partir. Pas mariée. Pas sauvée. Juste, partie. Peut-être pourrait-elle travailler en ville. Peut-être nettoyer des maisons. Peut-être disparaître dans un endroit où personne ne connaîtrait son histoire. Mais la peur s'enroulait autour de son courage. Elle n'avait pas d'argent, pas de relations, personne. Alors elle resta. Parce que parfois rester semble plus sûr que risquer l'inconnu, même lorsque rester fait mal. Le lendemain matin, alors qu'elle balayait la cour devant la maison, la poussière tourbillonnant dans la lumière dorée du soleil, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Un homme se tenait au portail. Ses vêtements étaient usés, ses sandales presque déchirées, sa barbe épaisse et négligée. Il ressemblait à quelqu'un que le village qualifierait d'inutile avant même de connaître son nom. Mais ses yeux étaient calmes. Observateur. Amara s'arrêta, le balai à la main. Pendant une brève seconde, quelque chose d'inexplicable passa entre eux. Pas de l'attirance. Pas de la peur. Une reconnaissance. Comme si deux personnes qui savaient ce que cela signifie d'être rejetées venaient de se regarder dans les yeux. Sa tante sortit quelques instants plus tard, et le cours de la vie d'Amara commença à changer. Mais elle ne le savait pas encore. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était fatiguée d'être la fille que personne ne voulait. Et parfois, lorsque le monde a fini de te sous-estimer, le destin commence silencieusement au portail. L'homme ne ressemblait pas à un prétendant. Il ressemblait à quelqu'un qui avait pris un mauvais tournant dans la vie et n'avait jamais retrouvé son chemin. Sa chemise avait perdu toute couleur. Autrefois bleue, elle était maintenant d'un gris fatigué. Les manches étaient retroussées de façon inégale, révélant des avant-bras fort couverts de poussière rouge.
Son pantalon était propre, mais vieux, soigneusement rapiécé aux genoux. Ses sandales avaient été recousues plus d'une fois. Et pourtant, il se tenait droit. Pas voûté. Pas suppliant. Simplement, présent. Amara abaissa lentement son balai. Sa tante s'avança, l'irritation déjà visible sur son visage. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Lança-t-elle sèchement avant même que l'homme ne puisse parler. L'homme inclina poliment la tête. Bon après-midi, madame. Sa voix était calme, profonde, éduquée. Elle ne correspondait pas à son apparence. Je cherche une épouse. Le balai glissa des mains d'Amara et tomba doucement au sol. Sa tante cligna des yeux une fois, puis deux. Une épouse? Répéta-t-elle en le regardant ouvertement. Vous? Oui, madame. Il n'y avait aucune arrogance dans son ton. Aucune honte non plus. Seulement de la certitude. À présent, deux voisins avaient ralenti leur marche pour écouter. Dans un village comme Adab, l'ennui voyageait plus vite que le vent. En quelques minutes, 3 autres femmes s'étaient rassemblées près du portail, faisant semblant d'ajuster leur pagne tout en regardant sans la moindre gêne. La tante d'Amara croisa les bras. « Et qu'avez-vous à offrir à cette épouse » demanda-t-elle sèchement. « J'ai l'honnêteté, » répondit-il. Quelqu'un renifla derrière lui. « L'honnêteté ne permet pas d'acheter du gari » murmura une femme. L'homme continua, imperturbable. « J'ai la force de travailler. Et je suis prêt à construire avec celle qui choisira de construire avec moi. » Le mot « choisira » resta suspendu dans l'air. Amara sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Choisir. Comme si des femmes comme elle avaient vraiment le choix. Sa tante éclata d'un rire théâtral. Construire? Ricana-t-elle. Tu n'as même pas l'air capable de construire un poulailler. La petite foule éclata de rire. Amara souhaita que la terre s'ouvre sous ses pieds. Mais l'homme ne broncha pas. Je ne ressemble peut-être pas à grand-chose aujourd'hui, dit-il calmement. Mais je ne ressemblerai pas toujours à cela. Cela fit rire les gens encore plus fort. L'espoir paraît ridicule quand on porte des sandales déchirées. La tante d'Amara devint soudain pensive. Pas gentille. Stratégique. Tu dis que tu veux une épouse? Demanda-t-elle en inclinant la tête. Oui, madame. Tu ne te plaindras pas? Non, madame. Tu ne la renverras pas? L'homme hésita légèrement. Pas par doute, mais par confusion. Je n'épouserai pas quelqu'un que je compte renvoyer. D'autres rires éclatèrent parmi les femmes qui observaient. La tante d'Amara se retourna théâtralement et pointa du doigt. Alors prends-la. Amara se figea. Les femmes se turent pendant une demi-seconde, puis l'explosion de rire arriva. Elle est parfaite pour lui. Oui, les deux ensemble feront un spectacle comique. Au moins, elle ne le laissera pas mourir de faim. Elle sait où trouver la nourriture. Les mots brûlaient. Les oreilles d'Amara bourdonnaient. Sa tante lui attrapa le bras et la tira brutalement en avant. Voici ma nièce, annonça-t-elle. Forte, en bonne santé. Elle a besoin d'un mari. Tu as besoin d'une femme. Le cœur d'Amara se mit à battre violemment contre ses côtes. Tata, commença-t-elle doucement. Les doigts de sa tante s'enfoncèrent dans sa peau. Tais-toi. L'homme regarda enfin Amara pleinement. Pas rapidement. Pas avec moquerie. Pleinement. Ses yeux ne parcouraient pas son corps avec dégoût comme les autres le faisaient. Il ne s'écarquillait pas de choc. Il ne se rétrécissait pas dans le jugement. Il la voyait simplement. « Es-tu d'accord » lui demanda-t-il. La question choqua tout le monde. La prise de sa tante se resserra. « Elle est d'accord » répondit sa tante rapidement. Mais l'homme ne regarda pas la tante. Il garda les yeux sur Amara. « Es-tu d'accord » répéta-t-il doucement. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Sa gorge se dessécha. La foule attendait avec excitation, affamée de divertissement. Elle pouvait dire non, n'est-ce pas? Mais ensuite? Retourner à se cacher pendant les visites des prétendants. Retourner aux insultes murmurées. Retourner à être un fardeau. Au moins, le mariage même avec cet homme signifiait partir. Quitter cette maison qui semblait devenir plus petite chaque année. Elle avala sa salive.
Oui, dit-elle presque inaudiblement. Les femmes poussèrent des exclamations dramatiques. Sa tante frappa une fois dans ses mains. Bien. C'est réglé. Comme ça. Aucune vraie présentation. Aucune négociation. Aucune réunion familiale. Juste une humiliation scellée comme un destin. Les préparatifs du mariage furent précipités et négligés. Il n'y avait aucune joie dans la maison, seulement le soulagement de sa tante. Enfin, murmurait-elle sans cesse. Enfin, un problème s'en va. Ses cousines chuchotaient derrière les portes. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle épouse un mendiant. Peut-être qu'ils mendieront ensemble. Amara emballa silencieusement ses quelques affaires. Les photos de ses parents, 2 robes, une paire de sandales et une petite Bible aux bords usés. C'était tout son monde. Le jour du mariage arriva sous un soleil dur. Ce n'était pas une grande cérémonie. Juste un rapide rite traditionnel dans la cour, devant des voisins venus surtout pour les commérages. Sa tante portait son plus beau pagne et souriait trop largement. L'homme dont Tamara venait d'apprendre que le nom était Daniel se tenait calmement à ses côtés. Quand l'ancien demanda s'il l'acceptait comme épouse, sa réponse fut ferme. Oui. Quand ce fut le tour d'Amara, sa voix trembla. Oui. Les femmes poussèrent des you-you sans conviction. Quelqu'un rit encore quand ils échangèrent les bagues. Des anneaux simples, pas en or. Après le bref repas de riz et de ragoût, les invités partirent rapidement, ayant déjà consommé leur divertissement. Alors que le soleil commençait à se coucher, Amara se tenait au bord de la route avec Daniel, attendant la petite moto qui devait les conduire chez lui. Sa tante la serra légèrement dans ses bras. Pas chaleureusement. Sois une bonne épouse, dit-elle. Et essaie de ne pas le manger jusqu'à la pauvreté. Encore des rires. Amara força un sourire. Elle monta derrière Daniel sur la moto. Lorsque le moteur démarra, elle ne regarda pas en arrière. Si elle l'avait fait, elle se serait peut-être brisée. Le trajet fut long et poussiéreux. Le vent fouettait son visage, apportant l'odeur de l'herbe sèche et de la fumée des feux de cuisine au loin. Elle serrait fort le petit sac contenant ses affaires. Daniel ne parla presque pas pendant le voyage. Mais à un moment, lorsque la moto heurta une bosse et qu'elle faillit glisser, sa main se tendit instantanément en arrière pour la stabiliser. « Attention », dit-il doucement. Ce seul mot contenait plus de sollicitude qu'elle n'en avait ressenti depuis des années. Ils arrivèrent à la périphérie de la ville, là où des bâtiments abandonnés se dressaient comme des souvenirs oubliés. Daniel la conduisit vers une petite structure aux murs fissurés et à la porte rouillée. « C'est là que je reste », dit-il. « Reste, Pavis. » Elle remarqua que l'intérieur était simple, mais étonnamment propre. Un petit lit. Une table en bois. 2 chaises. Un réchaud dans un coin. C'était pauvre, mais pas sale. Daniel posa doucement son sac. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, » dit-il. « Mais c'est sûr. » Elle hocha la tête. « Sûr. » Ce mot lui semblait nouveau. Le silence remplit la pièce. Ils étaient des étrangers liés par des vœux prononcés dans l'humiliation. Finalement, Daniel parla de nouveau. « Je sais que ce n'est pas ainsi que tu imaginais ton mariage. » Elle faillit rire. « Imaginer ? On ne lui avait jamais permis d'imaginer le mariage. » Il continua. « Tu ne me croiras peut-être pas maintenant, mais un jour tu comprendras pourquoi je suis venu pour toi. » Ses sourcils se froncèrent légèrement. « Pour moi ? Oui. Pas accepter ce qu'on lui donnait. Pas prendre ce qu'on lui offrait. Venir pour elle. » La différence était subtile, mais puissante. Elle ne le questionna pas. Elle était trop fatiguée. Cette nuit-là, allongée sur le lit étroit, regardant le plafond inconnu, elle s'attendait à ce que le regret l'envahisse. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Le silence. Pas d'insultes. Pas de murmures. Pas de rire moqueur. Seulement le bruit des insectes nocturnes et du vent lointain. Daniel étendit une natte sur le sol. « Prends le lit, » dit-il. « Tu es ma femme. Tu mérites du confort. » Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Pas avec sarcasme. Pas avec pitié. Avec dignité. Des larmes glissèrent silencieusement le long de ses tempes. Pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas des larmes d'humiliation.
C'étaient des larmes de confusion. Parce que parfois, lorsque l'on s'attend à la cruauté et que l'on reçoit de la gentillesse à la place, cela trouble plus que la douleur elle-même. Alors que le sommeil finit par l'emporter, une pensée tournait dans son esprit. Peut-être que ce mariage n'était pas la punition que tout le monde croyait. Peut-être, juste peut-être, était-ce le début de quelque chose que personne n'avait vu venir. Et pendant ce temps, au village d'Adab, les rires résonnaient encore. Mais le destin avait déjà commencé à réécrire la plaisanterie. Le premier matin dans la maison de Daniel commença avant le lever du soleil. Amara se réveilla au chant lointain d'un coq et au poids inhabituel du silence. Pendant quelques secondes, elle oublia où elle était. Puis elle vit le plafond fissuré, le mince rideau couvrant l'unique fenêtre, et la silhouette de Daniel dormant sur la natte de l'autre côté de la pièce. Son mari. Le mot lui semblait encore étranger. Elle s'assit lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Le lit grinça quand même. Daniel bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. La maison était petite, une pièce principale, un minuscule espace pour se laver à l'arrière, et un coin étroit servant de cuisine. Les murs portaient de légères traces d'eau des saisons de pluie passées. Le sol en ciment était irrégulier par endroits. Un léger courant d'air passait par les bords de la fenêtre. Mais tout était ordonné. Chaque chose avait sa place. Les marmites de cuisine étaient empilées soigneusement. La table avait été essuyée et brillait de propreté. Même la natte sur laquelle Daniel dormait était pliée avec soin dans un coin. Ce n'était pas la maison d'un homme négligent. C'était la maison de quelqu'un qui survivait avec intention. Amara enroula son châle autour d'elle et sortit. Le bâtiment se trouvait à la lisière de la ville, là où les maisons devenaient rares et où les terres ouvertes s'étendaient en champs d'herbes sèches. Quelques chèvres erraient paresseusement à proximité. De fines colonnes de fumée s'élevaient des maisons lointaines alors que d'autres femmes commençaient leur cuisine du matin. Il ne fallut pas longtemps pour qu'on la remarque. Les murmures voyagèrent comme le vent. C'est la nouvelle épouse. La grosse. Oui, la femme du mendiant. Amara baissa les yeux et commença à balayer le petit espace devant la maison. Le balai frottait contre la terre rouge. Deux femmes s'approchèrent ouvertement. « Bonjour », dit l'une avec une politesse exagérée. « Bonjour », répondit Amara doucement. « Alors », continua la seconde en croisant les bras, « comment est la vie conjugale dans le luxe ?» Elles éclatèrent toutes les deux de rire. Amara força un léger sourire. « C'est paisible », dit-elle. « Paisible » répéta la première. « Dans cette maison cassée ?»« Oui », répondit Amara doucement. « Paisible. » Elles échangèrent un regard, comme si sa réponse calme avait gâché leur amusement. « Eh bien », renifla l'une d'elles, « la paix ne fait pas cuire la soupe. » Elles s'éloignèrent. Amara continua de balayer. Sa poitrine était serrée, mais pas brisée. Les insultes lui étaient familières. Ce qui lui semblait étrange, c'est qu'elles ne résonnaient plus en elle de la même manière. Dans cette maison, personne ne riait d'elle. Cela comptait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Daniel partit peu après le lever du soleil. « J'ai du travail dans la ville voisine », dit-il en attachant ses sandales usées. « Quel genre de travail ?» demanda-t-elle avec hésitation. « De petits travaux. Construction, parfois des réparations. » Il la regarda. « Je reviendrai avant la nuit. » Elle hocha la tête. Il s'arrêta à la porte. « Si quelqu'un parle mal de toi, souviens-toi que leurs paroles ne sont pas la vérité. Ce sont des habitudes. Des habitudes. » Cette phrase resta dans son esprit longtemps après son départ. Les jours trouvèrent leur rythme. Daniel partait tôt et revenait tard. Certains soirs, il apportait du riz. D'autres soirs, seulement du gari et des arachides. Mais il ne revenait jamais les mains vides. Et il ne se plaignait jamais. Un soir, la pluie commença soudainement. Pas une pluie douce. Une pluie lourde et furieuse qui frappait le toit en tôle comme des pierres jetées. Amara courut placer des bassines sous les fuites. L'eau tombait régulièrement près du coin du lit. Daniel entra trempé, tenant un petit sac en nylon. « Tu es trempé !» s'exclama-t-elle en attrapant instinctivement un chiffon. Il sourit légèrement. « J'ai connu pire. » Elle lui tendit quand même le chiffon.
La pluie redoubla de force. Le vent s'infiltrait par les fissures de la porte. Ils travaillèrent ensemble en silence, déplaçant les objets pour les éloigner de l'eau. À un moment, leurs mains se frôlèrent en bougeant la table. Amara recula rapidement. Pas par dégoût. Par manque d'habitude. Aucun homme ne l'avait jamais touché avec douceur. Daniel le remarqua mais ne dit rien. À la place, il alluma une petite lanterne et la posa sur la table. La lumière vacillante adoucit la pièce. « Je suis désolé, dit-il soudainement. Pourquoi? Pour t'avoir amené ici. Elle cligna des yeux. Tu ne m'as pas forcé. Il étudia attentivement son visage. Ils t'ont forcé bien avant mon arrivée. La vérité de ces mots serra sa gorge. Elle s'assit lentement sur la chaise. Pourquoi as-tu accepté? Demanda-t-il doucement. La question la surprit. Personne ne m'a jamais choisi, avoua-t-elle après un long silence. Même si c'est difficile, au moins c'était un choix. Il absorba ces mots en silence. Puis il dit quelque chose qui la troubla d'une autre manière. Cela ne sera pas toujours ta vie. Elle leva les yeux. Tu parles comme quelqu'un qui connaît l'avenir. Il sourit légèrement. Parfois, on peut voir demain plus clairement qu'aujourd'hui. Elle fronça les sourcils. Cela ressemblait à une énigme. Mais avant qu'elle puisse poser d'autres questions, le tonnerre éclata au-dessus d'eux. Le toit trembla. L'eau commença à tomber plus vite. Daniel se leva et ajusta l'une des bassines. « Fais-moi confiance », dit-il doucement sans la regarder. Ces mots semblaient plus lourds que la situation ne l'exigeait. « Fais-moi confiance ». Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le croyait. Les semaines passèrent. La ville ne se lassait pas de son divertissement. Des enfants couraient parfois devant la maison en criant « La grosse mariée !» Puis ils disparaissaient en riant. Un jour, un groupe de jeunes hommes se tint de l'autre côté de la route, la regardant ouvertement. « Comment peut-elle entrer dans une si petite maison ?» plaisanta l'un d'eux. Daniel était à la maison cet après-midi-là. Il entendit. Amara se raidit, attendant de la colère ou de l'embarras. Mais Daniel sortit calmement. « Bonjour », dit-il d'un ton égal. Ils semblèrent déstabilisés par son calme. « Bonjour », répondit l'un d'eux maladroitement. « Si vous êtes curieux de connaître la taille de ma maison, » continua Daniel, « vous êtes les bienvenus pour venir m'aider à l'agrandir. » Silence. Les jeunes hommes remuèrent nerveusement. « Je ne savais pas que vous vous intéressiez à la construction, » ajouta-t-il. Ils marmonnèrent quelque chose et partirent. Amara le regarda. « Tu n'es pas en colère ?» La colère nourrit les moqueries, répondit-il. Le silence les affame. Elle garda cette leçon précieusement. Malgré tout, quelque chose de tendre commença à grandir entre eux. Pas une passion dramatique. Pas une affection précipitée. Quelque chose de stable. Un soir, Daniel rapporta un petit miroir. Il n'était pas neuf, mais il était propre et intact. « J'ai remarqué que tu n'en avais pas », dit-il en le posant doucement sur la table. Sa poitrine se serra. « Je n'en ai pas besoin. »« Si », dit-il doucement. « Tu en as besoin. » Elle hésita avant de le prendre. Son reflet la regardait. Un visage rond. Des joues douces. De grands yeux qui portaient plus d'histoire que son âge ne devrait permettre. Elle se prépara à la vague habituelle d'autocritique. Elle ne vint pas immédiatement. À la place, Daniel parla derrière elle. « Tu as des yeux bienveillants. » Elle cligna des yeux. Personne n'avait jamais complimenté son visage sans y ajouter une plaisanterie. « Il donne aux gens un sentiment de sécurité », ajouta-t-il. Sa vision se brouilla légèrement. Elle reposa vite le miroir. « Pourquoi es-tu gentil avec moi ?» demanda-t-elle soudainement. Il ne répondit pas tout de suite. « Parce que tu le mérites », dit-il finalement. La simplicité de cette réponse faillit la briser. Mais la paix est fragile quand le monde insiste pour la briser. Un après-midi, sa tante apparut à la porte sans prévenir. Elle regarda la petite pièce avec un mépris évident. « Alors, c'est ici que tu as fini ?» dit-elle. Amara se leva lentement. « Oui. » Les yeux de sa tante parcoururent le plafond qui fuyait et les meubles simples. « Tu aurais pu rester et travailler plus dur » murmura-t-elle. «
Maintenant regarde. Daniel entra quelques instants plus tard. Il salua la tante avec respect. Elle l'ignora presque. « J'espère que vous pouvez la nourrir, » dit-elle brutalement. « Elle a de l'appétit. » Amara sentit l'ancienne humiliation remonter. Mais Daniel répondit calmement. « Je la nourrirai. »« Et plus encore ?» ricana la tante. « Avec quoi ?» Daniel soutint son regard. « Avec le temps. » La réponse déconcerta suffisamment la tante pour qu'elle parte peu après, marmonnant. Quand la porte se referma, Amara expira lentement. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Pourquoi ? Pour être comme ça. » Il s'approcha. « Tu n'es pas une honte, » dit-il fermement. Ses mots tombèrent différemment cette fois. Ce n'était pas de la pitié. C'était une conviction. Cette nuit-là, alors qu'il se préparait à dormir, Daniel parla de nouveau. « Si ta vie était un livre, » dit-il doucement, « ceci ne serait pas le dernier chapitre. » Elle le regarda dans la lumière faible de la lanterne. « Et comment le sais-tu » Il soutint pleinement son regard. « Parce que je n'ai pas fini de l'écrire. » Elle ne comprit pas. Pas encore. Mais quelque chose dans sa manière de le dire calma son cœur au lieu de l'agiter. Quelque part dans le village, les rires existaient toujours. Les moqueries flottaient encore dans l'air. Mais dans cette petite maison qui fuyait au bord de la ville, la dignité se reconstruisait lentement, brique fragile par brique fragile. Et parfois, les plus petites maisons cachent les plus grands secrets. Le matin où Daniel partit ne semblait pas inhabituel. C'était ce qu'il y avait de plus cruel. Le ciel était bleu pâle, traversé de fins nuages. L'air portait une légère odeur de poussière et de maïs grillé venant d'un étal voisin. Amara se réveilla avant lui, comme souvent, et s'assit au bord du lit en le regardant dormir. Il avait l'air différent quand il dormait. Plus jeune. Plus doux. Les lignes d'intensité calme qui marquaient habituellement son visage avaient disparu. Pendant un instant, elle se permit quelque chose de dangereux. L'espoir. Pas un espoir bruyant. Pas un espoir de conte de fées. Juste le petit espoir que peut-être cette vie simple, moquée, incertaine pourrait malgré tout devenir quelque chose de stable. Elle se leva et commença à préparer du PAP avec le reste de farine de maïs. Quand Daniel se réveilla, il semblait pensif, plus silencieux que d'habitude. « Tu es malade » demanda-t-elle doucement. « Non » répondit-il rapidement. « Je réfléchis simplement. » Il mangea lentement ce matin-là. Elle remarqua la façon dont ses yeux parcouraient la petite pièce. Le mur fissuré, le coin qui fuyait, le rideau mince près de la fenêtre. Comme s'il les mémorisait point. « Tu seras de retour avant la nuit » demanda-t-elle pendant qu'il attachait ses sandales. Il marqua une légère pause. « Oui. » Mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il l'avait dit. Elle ne pouvait pas le nommer. Il sortit, puis hésita. « Amara. » Elle leva les yeux. « S'il arrive quelque chose, souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Ses sourcils se froncèrent. « Tu me dis beaucoup de choses. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Fais-moi confiance. » Puis il s'éloigna. Elle regarda son dos jusqu'à ce qu'il disparaisse sur la route poussiéreuse. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle le verrait ainsi. Le soir arriva. Le ciel passa de l'or à l'orange puis au violet profond. Amara alluma la petite lanterne et la posa sur la table. Il arrivait parfois qu'il rentre tard. Ce n'était pas inhabituel. Elle attendit. Les insectes commencèrent leur chœur nocturne. Pourtant, elle continua d'attendre. La nourriture qu'elle avait préparée resta intacte. À minuit, la bouillie avait refroidi. Une inquiétude silencieuse commença à s'installer dans sa poitrine. Le lendemain matin, elle marcha vers la ville voisine où il trouvait souvent du travail. Ses sandales soulevaient la poussière tandis qu'elle se pressait. Elle demanda sur un chantier. « Non, on ne l'a pas vu aujourd'hui. » Elle demanda près de l'atelier du mécanicien. « Daniel ? » « Non, il n'est pas venu. » Elle vérifia à la petite boutique au bord de la route où il s'arrêtait parfois. La femme secoua la tête. « Pas depuis hier. » L'air sembla soudain plus lourd. Dans l'après-midi, les chuchotements commencèrent. « Il s'est enfui. » « Ah,
le mendiant a enfin retrouvé la raison. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un de plus mince. Amara continua de marcher en faisant semblant de ne rien entendre, mais chaque mot frappait ses côtes comme des pierres. Elle rentra dans la petite maison au coucher du soleil. Elle se sentait différente maintenant. Vide. Pas physiquement, la table était toujours là, le lit aussi, les marmites de cuisine, mais l'air avait changé. Elle regarda sous le lit. Dans le petit placard. Rien ne manquait, sauf lui. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le deuxième jour, sa tante arriva. Les nouvelles voyageaient vite à Hadab. J'ai entendu, dit sa tante immédiatement en entrant, à peine capable de cacher sa satisfaction. Il a disparu. Amara resta près de la porte. Il reviendra, dit-elle doucement. Sa tante éclata de rire. Tu crois encore ça? Les hommes comme lui ne restent pas. Même les mendiants ont des standards. Les mots coupèrent comme des lames. Tu peux rentrer à la maison, ajouta sa tante avec désinvolture. Mais cette fois, tu travailleras correctement. Plus question de manger comme une reine. Les doigts d'Amara se crispèrent légèrement. Elle avait imaginé ce moment auparavant. Elle s'était imaginée supplier pour revenir. Mais maintenant qu'il était là, quelque chose en elle résistait. Je resterai, dit-elle. Sa tante cligna des yeux. Rester pourquoi? Garder ces murs cassés? Oui. Sa tante l'observa comme si elle voyait une étrangère. Tu es stupide. Peut-être. Mais Amara se souvenait de la façon dont il la regardait. Elle se souvenait du miroir. Elle se souvenait de sa voix disant « Tu le mérites ». Ces choses ne ressemblaient pas à des mensonges. Sa tante partit en secouant la tête. Le soir, d'autres voisins vinrent regarder. Une femme resta debout près de la porte. « Alors, il t'a abandonné ?» Amara soutint calmement son regard. « Non. » La femme renifla. « Les hommes ne partent pas sans raison. »« Alors peut-être devriez-vous lui demander quand il reviendra. » répondit Amara doucement. La femme fronça les sourcils, déçue de ne pas voir de larmes. Il s'attendait à un spectacle pleurs, cris, supplications. Au lieu de cela, Amara ferma doucement la porte, et attendit. 3 jours passèrent. Puis 5. Puis 7. Les moqueries devinrent plus fortes. Elle est trop lourde à porter. Il a trouvé mieux ailleurs. Elle croyait avoir de la chance. Chaque rumeur s'enfonçait plus profondément. La nuit, le doute s'infiltrait comme un vent froid à travers les fenêtres fissurées. Et s'il avait menti? Et si elle avait imaginé sa gentillesse? Et si tout cela n'avait été qu'une cruelle plaisanterie de l'univers envers les filles qui osent espérer? Le 10e jour, elle trouva quelque chose. Un papier plié sous le mince matelas. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. L'écriture était nette, ferme. Amara. Si tu lis ceci, cela signifie que j'ai dû partir plus tôt que je ne l'ai expliqué. Ne me cherche pas. Ne crois pas ce qu'ils disent. Fais-moi confiance une dernière fois. Fais-le, et je reviendrai. Aucune explication. Aucune date. Aucune excuse. Seulement une demande de foi. Les larmes coulèrent enfin. Pas des sanglots bruyants, seulement des larmes silencieuses et régulières qui glissaient sur son visage tandis qu'elle s'asseyait au bord du lit. Elle pressa le papier contre sa poitrine. « Je t'ai fait confiance une fois. » murmura-t-elle. Était-elle assez forte pour le faire encore? Puis quelque chose d'étrange se produisit. 2 jours plus tard, un jeune garçon frappa à sa porte. « Livraison » dit-il en tenant un petit sac de riz. « Pour qui » demanda-t-elle prudemment. « Pour vous. »« De la part de qui » Il haussa les épaules. « Pas de nom. » Le lendemain, une femme du marché arriva. « Votre loyer a été payé pour les 3 prochains mois » annonça-t-elle simplement. Amara resta figée. « Par qui » La femme haussa les épaules. « Quelqu'un a payé en totalité. » La confusion se mêla à l'espoir. Elle n'avait aucune économie. Aucun bienfaiteur secret. À moins que... Son cœur battait fort. Était-ce lui? Mais comment? La semaine suivante, une couturière arriva. « Mesure » dit la femme d'un ton brusque. « Pourquoi faire »
Les vêtements sont déjà payés. L'esprit d'Amara tournait. Les villageois remarquèrent aussi. Oh, le mendiant envoie de l'argent maintenant. Peut-être qu'il a volé quelque chose avant de fuir. Les suppositions remplacèrent les certitudes. Mais sous la confusion, une chose devenait indéniable. Daniel ne l'avait pas abandonné. Il avait prévu quelque chose. Elle ne comprenait pas quoi, mais elle le sentait comme le tonnerre au loin avant l'arrivée de la tempête. Un soir, alors qu'elle se tenait dehors à regarder l'horizon se fondre dans le coucher du soleil, un convoi de véhicules noirs apparut au bout de la route poussiéreuse. Grand, brillant, impossible à ignorer. Les enfants coururent derrière en criant. Les hommes sortirent de leur maison. Les véhicules avancèrent lentement vers le bord du village, vers sa maison. Son souffle se coupa. Ce genre de choses n'arrivait pas à Hadab. Pas à moins que quelqu'un d'important ne soit arrivé. La première voiture s'arrêta directement devant sa porte. La poussière tourbillonnait autour des pneus brillants. Un chauffeur en costume descendit. Puis un autre. Tout le village se rassembla en quelques secondes. Le cœur d'Amara battait si fort qu'elle entendait à peine les chuchotements. La portière arrière de la dernière voiture s'ouvrit. Une chaussure brillante toucha le sol. Puis un pantalon taillé sur mesure. Puis un visage familier. Daniel. Mais pas le Daniel qu'ils avaient moqué. Pas celui aux sandales déchirées. Celui-ci portait un costume sombre parfaitement ajusté. Sa posture dégageait l'autorité. Ses yeux avaient la même profondeur calme, mais maintenant entourés d'une richesse indéniable. Des halètements parcoururent la foule. Sa tante se fraya un chemin en avant, presque étouffée par le choc. Ce n'est pas possible. Daniel ferma doucement la portière. Son regard chercha jusqu'à ce qu'il la trouve. Amara se tenait figée dans l'encadrement de la petite maison. La note toujours cachée sous son oreiller. Il marcha lentement vers elle. Chaque pas réduisait un murmure au silence. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle et sourit. « Je te l'avais dit, » murmura-t-il. « Fais-moi confiance. » Et à cet instant, les rires qui avaient autrefois rempli Hadab moururent complètement. Parce que l'histoire qu'il pensait comprendre venait de se réécrire. Et la fille qu'il méprisait n'était plus seule au bord du village. Elle se tenait au début de quelque chose que personne n'avait vu venir. Pendant un long moment, personne ne bougea. Même le vent semblait s'être arrêté. Daniel se tenait devant la petite maison fissurée où il avait autrefois dormi sur une natte tressée. Mais l'homme qui se trouvait là maintenant ne ressemblait plus à quelqu'un qui appartenait au toit qui fuit et aux sandales réparées. Son costume était gris charbon, aux épaules nettes, parfaitement taillé pour sa silhouette. Ses chaussures étaient si bien cirées qu'elles reflétaient la poussière du sol. Une montre argentée reposait calmement sur son poignet. Pas voyante, mais indéniablement chère. Les mêmes yeux, mais désormais entourés de pouvoir. Les villageois le fixaient comme s'ils voyaient un fantôme. Le cœur d'Amara tonnait dans ses oreilles. Son esprit n'arrivait pas à concilier les deux versions de lui. L'homme silencieux qui réparait les bassines qui fuyaient pendant les pluies. Et la présence imposante qui descendait d'un convoi de voitures noires comme s'il possédait la route elle-même. Peut-être que c'était le cas. Derrière lui se tenaient des agents de sécurité en costume sombre. L'un d'eux gardait la portière ouverte avec respect. Un autre scrutait les alentours avec vigilance. Sa tante s'avança dans la foule. « Daniel » murmura-t-elle, sa voix tremblante maintenant. Il se tourna lentement vers elle. « Oui. » Pas d'amertume. Pas de sarcasme. Juste une certitude calme. « Toi ?» Elle cherchait ses mots. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il jeta un regard désinvolte au véhicule. Du transport. Quelques rires nerveux s'échappèrent de la foule. Amara, elle, n'avait toujours pas bougé. Elle semblait enracinée dans l'embrasure de la porte. Les yeux de Daniel revinrent vers elle. Tout le reste s'effaça. Il marcha vers elle. Chaque pas était stable, mesuré et intentionnel. Les villageois s'écartèrent automatiquement, créant un passage dégagé. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, il baissa la voix pour que seule elle puisse l'entendre. «
Je suis désolé d'être parti comme je l'ai fait. Sa gorge se serra. Tu as dit que tu reviendrais, murmura-t-elle. J'ai dit, fais-moi confiance. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle refusa de les laisser couler devant tout le monde. Qui es-tu? Demanda-t-elle doucement. Il soutint son regard. Mon nom est Daniel Okafor. Un murmure parcourut la foule. Ce nom signifiait quelque chose. Même dans un petit village, la richesse a une manière de raisonner. L'un des jeunes hommes murmura assez fort. Okafor Holdings. Daniel ne confirma pas immédiatement. À la place, il prit la main d'Amara pas avec hésitation, pas en secret, mais ouvertement. Je suis revenu pour ma femme. Cette phrase tomba comme le tonnerre. Sa tante chancela presque. Femme, répéta-t-elle faiblement. Daniel se tourna maintenant pleinement vers la foule. Sa voix était calme mais ferme. Oui, ma femme. Il laissa les mots flotter dans l'air. Mon nom est Daniel Okafor, PDG du groupe Okafor Holdings. Le silence qui suivit semblait assez lourd pour fendre le ciel. Même les enfants cessèrent de bouger. Un homme plus âgé dans la foule s'avança prudemment. Okafor Holdings, l'entreprise de construction, celle qui bâtit des cités à Lagos. Daniel inclina légèrement la tête. Oui. Une vague de compréhension traversa les villageois. Okafor Holdings n'était pas une petite entreprise. Elle construisait des routes, des cités résidentielles, des tours commerciales. Elle finançait des campagnes politiques, soutenait des écoles, possédait des usines. Et l'homme qui portait autrefois des sandales déchirées en était le dirigeant. La bouche de sa tante s'ouvrit et se referma sans produire de son. Vous êtes milliardaire, murmura quelqu'un. Daniel ne sourit pas à ce mot. La richesse est relative, répondit-il calmement. Mais oui, j'ai largement assez. Largement assez. Le même homme qui avait un jour partagé le dernier reste de son gari sans se plaindre. Amara se sentait étourdie. Pourquoi? Demanda-t-elle enfin, sa voix presque inaudible. Pourquoi prétendre? Pourquoi supporter les moqueries? Pourquoi m'épouser? Daniel se tourna vers elle, et pour la première fois, quelque chose de vulnérable passa dans ses yeux. Parce que j'étais fatigué. La foule se pencha inconsciemment en avant. Fatigué des femmes qui aiment mon compte en banque. Fatigué des familles qui voient mon nom avant de voir l'homme que je suis. Fatigué d'être apprécié pour ce que je possède plutôt que pour ce que je suis. Il marqua une pause. Alors je suis parti. Des halètements s'élevèrent. J'ai vécu simplement. J'ai voyagé sans me faire annoncer. J'ai observé. Son regard balaya brièvement les villageois. La plupart des gens m'ont montré exactement qui ils étaient. Quelques visages rougirent. On m'a chassé, insulté, moqué. Un malaise amer parcourut les spectateurs. Mais ensuite, continua-t-il, je suis arrivé ici. Ses yeux s'adoucirent lorsqu'ils revinrent vers Amara. Elle m'a offert de l'eau. C'était un souvenir si simple. Amara s'en souvenait clairement le jour où il s'était tenu devant la porte. Sa tante s'était moquée de lui. Mais elle lui avait discrètement apporté un verre d'eau. C'était tout. Elle ne connaissait pas mon nom, dit Daniel. Elle ne connaissait pas ma richesse. Elle a seulement vu un homme debout sous le soleil. La foule était maintenant douloureusement silencieuse. Elle m'a traité avec dignité alors qu'elle-même n'en recevait aucune. Le souffle d'Amara se coupa. On s'est moqué d'elle. On l'a poussée vers moi comme une blague. On me l'a offerte comme si elle valait moins qu'un être humain. Sa voix se durcit légèrement. Mais elle a accepté. Il la regarda à nouveau. Elle m'a choisi. Le souvenir de ce jour revint brutalement. Les rires, l'humiliation, le poids d'être montré du doigt comme un objet rejeté. Daniel fit un pas de plus vers elle. Je ne l'ai pas épousée par pitié. Sa voix porta clairement. Je l'ai épousée parce qu'elle était la seule à ne pas diminuer mon humanité. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle insulte. Sa tante tomba soudain à genoux. Je ne savais pas, cria-t-elle. Nous ne savions pas qui vous étiez. L'expression de Daniel ne changea pas. C'était justement le but.
Un homme dans la foule balbutia. Monsieur, si nous avions su, nous vous aurions traité différemment. Daniel l'interrompit calmement. Oui. Personne ne répondit. Parce que la vérité était évidente. Vous l'auriez fait, dit-il doucement. Le silence devint honte. Il se tourna entièrement vers Amara. Je suis parti pour finaliser quelque chose d'important, dit-il doucement. Je devais revenir, correctement. Elle cligna des yeux. Revenir correctement. Il hocha légèrement la tête. Il fit signe à l'un des hommes derrière lui. L'homme s'avança avec un dossier noir élégant. Daniel le prit et le tendit à Amara. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Des documents de propriété. Des titres fonciers. Son nom imprimé clairement. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. Une maison, dit-il. En ville. À ton nom. Sa tête se releva brusquement. À mon nom? Oui. Pas au mien. Pas au leur. Au tien. Il parla doucement. Je ne veux plus jamais que tu aies l'impression de vivre à la merci de quelqu'un. La foule remua mal à l'aise. Les larmes de sa tante coulaient maintenant librement. Amara, mon enfant, pardonne-moi. Amara regarda la femme qu'il avait cachée lors des visites de prétendants. Qu'il avait traitée comme un fardeau. Qu'il avait offerte comme des restes de nourriture. Le pardon monta en elle. Mais pas par faiblesse. Par force. Je ne suis pas en colère, dit-elle calmement. Et cela fit plus mal que la colère. Daniel serra doucement sa main. Nous partons, annonça-t-il. Une vague de panique parcourut les villageois. Partir. Comme ça. L'homme qu'ils avaient moqué. La fille dont ils s'étaient moqués. Daniel fit un geste vers les véhicules. Mais avant de partir, il regarda encore une fois la foule. Ne mesurez jamais une personne à ce qui semble lui manquer, dit-il calmement. Certaines personnes portent la simplicité comme une armure. Personne n'osa répondre. Amara jeta un dernier regard à la petite maison. Les murs fissurés. Le toit qui fuyait. L'endroit où sa dignité avait commencé à se reconstruire. Elle ne la détestait pas. C'était un commencement. Daniel lui ouvrit la portière de la voiture non pas pour impressionner, mais par habitude. Lorsqu'elle entra dans l'intérieur de cuir lisse, le poids du moment s'abattit sur elle. Les mêmes villageois qui avaient ri regardaient maintenant en silence, stupéfaits. Sa tante était toujours à genoux. Les jeunes hommes qui l'avaient moquée évitaient son regard. Les femmes près du puits restaient sans voix. Les moteurs du convoi démarrèrent. La poussière s'éleva à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas l'humiliation qui la suivait. C'était la révélation. Alors que la voiture commençait à avancer, Amara regarda Daniel. « Tu es vraiment revenu ?» dit-elle doucement. Il sourit. « Je te l'avais dit. » Elle expira lentement. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus comme la fille que personne ne voulait. Elle se sentait choisie. Et derrière eux, le village d'Adab ne raconterait plus jamais la même histoire. Parce que la blague dont ils avaient ri était devenue leur leçon. Le trajet hors d'Adab semblait irréel. Amara était assise silencieusement sur la banquette arrière de la voiture noire élégante. Ses doigts reposaient sur le cuir lisse comme si elle craignait que tout disparaisse si elle appuyait trop fort. À travers la vitre teintée, le village poussiéreux rétrécissait lentement au loin. Le même village qui avait autrefois constitué tout son monde. Daniel était assis à côté d'elle. Pas en face comme un homme d'affaires. Pas devant comme un chef. À côté d'elle. Mais même dans le silence, il semblait différent. Pas plus froid, simplement révélé. Le convoi s'engagea sur la route principale menant vers la ville. Le ronronnement du moteur était régulier, maîtrisé, rien à voir avec les motos bruyantes auxquelles elle était habituée. Amara parla enfin. « Quand comptais-tu me le dire ?» Sa voix n'était pas en colère. Elle était fragile. Daniel se tourna légèrement vers elle. « Je voulais te le dire plus tôt. Mais tu ne l'as pas fait. » Non. L'honnêteté de cette réponse fit plus mal qu'une excuse. Elle avala difficilement. Est-ce que tout était réel? Il fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? La maison, la pluie,
la natte par terre. Sa voix tremblait maintenant. As-tu souffert exprès? Est-ce que j'étais juste une partie d'un test? Le mot test resta suspendu entre eux comme une lame. Daniel inspira lentement. Oui, dit-il. L'air sembla s'amincir instantanément. Oui, répéta-t-il plus doucement. Je testais les gens. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Et moi? Il soutint pleinement son regard. Non. Elle ne répondit pas. Il continua prudemment. Quand j'ai quitté mon entreprise, c'était parce que j'étais épuisé. Il s'appuya légèrement contre le siège, ses yeux se tournant vers la fenêtre comme s'il se souvenait d'un poids lourd. Partout où j'allais, les gens s'inclinaient trop vite, souriaient trop largement, acceptaient tout trop facilement. Pas parce qu'ils me respectaient, mais parce qu'ils voulaient quelque chose. De l'argent, des contrats, de l'accès, du statut. Il parla doucement. Je ne savais plus qui voyait l'homme que j'étais, et qui voyait simplement mon compte en banque. Amara écoutait sans l'interrompre. Alors c'était cela. La solitude, habillée de tissus coûteux. Alors je suis parti, continua-t-il. J'ai quitté la ville. Je me suis habillé simplement. Et j'ai arrêté de me présenter avec mon nom de famille. Et les gens ont changé, dit doucement Amara. Oui. Sa bouche se crispa légèrement. Certains ont refusé de me donner de l'eau. Certains m'ont insulté ouvertement. Certains ont ri. Un écho amer d'Adab. J'ai appris davantage sur l'humanité avec des sandales déchirées que je ne l'ai jamais appris dans des costumes sur mesure. Elle regarda ses mains. Stables, fortes, familières. Quand tu es venu à notre portail, commença-t-elle. Je savais déjà qui était ta tante, admit-il calmement. Elle tourna brusquement la tête vers lui. Tu nous as enquêtés? J'enquête sur tout, répondit-il calmement. C'est ainsi que j'ai construit mon entreprise. La vérité piqua, mais pas totalement comme une trahison. Et tu es quand même venu? Demanda-t-elle. Oui. Pourquoi? Cette fois, il n'hésita pas. Parce que tu m'as regardé. Elle cligna des yeux. C'est tout? Il secoua légèrement la tête. Non. Sa voix s'adoucit. Tu étais en train de balayer. Ta robe était vieille. Tes mains étaient crevassées. Mais quand je t'ai salué, tu m'as répondu avec respect. Elle s'en souvenait. Le soleil était brûlant ce jour-là. Et quand ta tante s'est moquée de moi, continua-t-il, tu es entré dans la maison et tu m'as apporté de l'eau. Ce n'était que de l'eau, murmura-t-elle. C'était de la dignité, corrigea-t-il doucement. Le silence remplit de nouveau la voiture, mais il n'était pas hostile. C'était un silence de réflexion. Alors, tu m'as épousé parce que je t'ai donné de l'eau? Demanda-t-elle prudemment. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Je t'ai épousé parce que tu ne m'as pas regardé avec dégoût. Sa poitrine se serra. Ce n'est pas une raison pour se marier. Non, reconnut-il doucement. Ce n'est pas suffisant. La voiture ralentit à l'approche des portes de la ville. Les immeubles élevés commencèrent à remplacer les champs secs. La circulation devint plus dense. Le bruit augmenta. Il se tourna complètement vers elle. Maintenant, je t'ai épousé parce que même quand ils t'ont poussé devant moi comme une blague, tu es resté là avec dignité. Son souffle se coupa. Tu n'as pas pleuré devant eux. Tu n'as pas supplié. Tu ne m'as pas insulté en retour. Tu as simplement accepté. J'ai accepté parce que je n'avais pas le choix, admit-elle. Il hocha la tête. Je sais. Cette reconnaissance signifiait tout. J'ai vu de la force, dit-il, pas de la faiblesse. La voiture entra finalement dans un vaste domaine fermé. Les barrières de sécurité s'ouvrirent immédiatement. Les gardes saluèrent. Le cœur d'Amara recommença à battre plus vite. Les maisons à l'intérieur ne ressemblaient en rien à celles qu'elle connaissait. Grandes, impeccables, entourées de haies taillées et d'allées propres. La voiture s'arrêta devant un immense manoir blanc. Balcon en verre. Haute colonne. Jardin paysager. Elle resta bouche bée. C'est, à toi? Murmura-t-elle. À nous, corrigea-t-il doucement. Ce mot lui serra de nouveau la poitrine. Il sortit le premier et fit le tour pour lui ouvrir la portière.
Lorsqu'elle descendit, elle sentit le poids de la grandeur du lieu. La maison se dressait au-dessus d'elle comme quelque chose sorti d'un film. À l'intérieur, les sols brillaient. Des lustres scintillaient au plafond. L'air sentait légèrement les fleurs fraîches. C'était écrasant. « Prends ton temps », dit Daniel doucement. Elle traversa lentement le salon. Tout semblait trop propre pour être touché. « Ce n'est pas mon monde », admit-elle. « Cela peut le devenir », répondit-il. Elle se tourna brusquement vers lui. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant que nous nous marions ?» Son expression redevint sérieuse. « Parce que je devais savoir si tu resterais quand je n'aurais rien. » Elle tressaillit légèrement. « Donc j'étais un test. »« Non, » dit-il fermement. « Tu étais une preuve. »« La preuve de quoi ? » Que la bonté existe encore sans récompense. Ces mots adoucirent quelque chose en elle. « Mais tu es parti, » dit-elle doucement. « Tu as disparu sans explication. » Sa mâchoire se crispa légèrement. Je devais retourner en ville. Il y avait des questions juridiques, des approbations du conseil d'administration. Je devais reprendre le contrôle. Et tu ne pouvais pas me le dire ? Si je t'avais tout dit avant que tout soit sécurisé, je t'aurais mis en danger. Elle fronça les sourcils. En danger de quoi ? De personnes qui auraient essayé de t'utiliser. Cette réponse avait du poids. Il s'approcha. Dès que c'est devenu public que j'étais marié, mon conseil d'administration a exigé des détails. Les investisseurs ont posé des questions. Les médias ont commencé à enquêter. Ses yeux s'écarquillèrent. Les médias ? Oui. Le monde d'où ils venaient était bruyant. Impitoyable. Je devais te placer en sécurité, dit-il. Des biens à ton nom. Des protections juridiques. De la sécurité. Elle regarda le dossier qu'elle tenait toujours dans ses mains. La maison à son nom. Ce n'était pas de la charité. C'était une protection. Tu ne m'abandonnais pas, murmura-t-elle lentement. Non. Je te préparais. Oui. Les larmes montèrent enfin dans ses yeux. Pas de douleur cette fois. De compréhension. Je pensais, commença-t-elle, la voix brisée. Je pensais que j'étais trop pour toi aussi. La vulnérabilité de cette phrase le toucha visiblement. Il s'approcha. Tu n'es pas trop, dit-il fermement. Elle chercha dans son visage la moindre trace de pitié. Il n'y en avait aucune. Tu es plus que suffisante, continua-t-il. Tu as simplement vécu parmi des gens qui ne pouvaient pas le voir. Sa gorge se serra. Il leva doucement la main, lui laissant le temps de se reculer si elle le voulait. Elle ne le fit pas. Ses doigts effleurèrent sa joue et essuyèrent une larme. Je ne t'ai pas choisi pour te sauver, dit-il doucement. Je t'ai choisi pour marcher à mes côtés. La phrase s'enracina profondément. Pas en dessous de lui. Pas derrière lui. À ses côtés. Elle expira lentement. Tu le regrettes ? Demanda-t-elle. Il n'hésita pas. Non. La certitude dans sa voix ne laissait aucune place au doute. Et toi ? Demanda-t-il doucement. Elle regarda autour d'elle. Le manoir, les sols brillants, la vie qui semblait trop grande pour son ancienne version d'elle-même. Puis elle le regarda à nouveau. Les mêmes yeux qui avaient réparé des bassines qui fuyaient sous la pluie. La même voix qui lui avait dit qu'elle méritait la dignité. Je ne regrette pas de t'avoir épousé, dit-elle prudemment. Un léger sourire courba ses lèvres. Mais j'ai encore peur. C'est honnête, dit-il. Je ne sais pas comment être, tout ça. Il hocha la tête. Tu n'apprendras pas du jour au lendemain. Il recula légèrement, lui laissant de l'espace. Mais tu n'apprendras pas seul. Au-delà des murs du domaine, le monde continuait de tourner avec ses ragots. À Hadab, il devait probablement encore raconter le moment où il était sorti de la voiture. Mais dans ce manoir, quelque chose de plus important se produisait. La vérité avait remplacé le mystère. La peur avait été nommée. Et pour la première fois, Amara n'était pas seulement la fille qui avait été choisie. Elle était la femme que l'on préparait à devenir. Et Daniel n'était plus un secret. Il était simplement son mari. Pas déguisé. Pas en haillons. Mais pleinement vu. Et cette fois, elle choisit de rester. Non pas parce qu'elle n'avait pas d'option.
mais parce qu'elle comprenait la vérité derrière le costume. Elle a pris. Un soir, après une réunion du conseil d'administration, Daniel lui demanda son avis dans la voiture. « Qu'en as-tu pensé ?» Elle hésita. « Il parle beaucoup, » admit-elle. Il rit doucement. « Oui, c'est vrai. » Elle rassembla son courage. La proposition de logement dans les zones rurales semblait bonne. Mais ils n'ont parlé que de profit. Il hocha la tête. Et ils n'ont jamais mentionné les personnes qui y vivraient. Il la regarda de plus près. Continue. Ils ont parlé de superficie, de matériaux, de prix. Elle avala sa salive. Personne n'a mentionné l'accès à l'eau, ni les marchés à proximité, ni les écoles. Le silence remplit la voiture. Puis Daniel sourit lentement. « Voilà, dit-il doucement, pourquoi tu es ici. » Elle cligna des yeux. « Tu vois ce que les autres ignorent. » Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Mais la transformation n'est jamais simple. Un après-midi, Daniel l'invita à un dîner officiel. Des politiciens, des investisseurs, des médias, ce genre d'événement où les caméras crépitent et où les rires semblent répétés à l'avance. Amara resta presque 1 heure devant le miroir avant de partir. Sa robe, d'un vert émeraude profond, tombait élégamment sur ses courbes. Ses cheveux étaient magnifiquement coiffés, son maquillage subtil mais lumineux. Pourtant, le doute s'insinua. « Ils vont rire » murmura-t-elle. Daniel frappa doucement à la porte. « Tu es prête ?» Elle se tourna. Il s'arrêta un instant. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle rayonnait. « Tu es nerveuse ?» observa-t-il. « Oui. » Il s'approcha. « Ils vont juger » dit-elle doucement. « Certains le feront » admit-il. Sa poitrine se serra. « Mais ils t'écouteront aussi. » Il lui tendit la main. « Marche avec moi. » La salle de réception était grandiose. Lustres étincelants, sol poli, caméras qui crépitaient. Lorsqu'ils entrèrent, les conversations s'interrompirent un instant. On observa. On évalua. On chuchota. Elle sentit l'ancienne chaleur du regard des autres remonter le long de sa peau. Trop grosse. Trop villageoise. Trop inattendue. Daniel ne serra pas sa main par excuse. Il la serra par solidarité. Il la présenta avec assurance. « Voici mon épouse, Amara Okafor. » Pas murmuré. Pas caché. Avec fierté. Elle hocha poliment la tête à chaque personne. Certains sourires étaient sincères. D'autres calculés. Elle savait maintenant faire la différence. Au milieu de la soirée, une journaliste s'approcha. « Madame, que ressentez-vous en passant de la vie rurale à tout cela ?» La question n'était pas cruelle, mais elle était lourde de sens. Amara inspira lentement. « C'est très instructif, » répondit-elle calmement. La journaliste cligna des yeux. « De quelle manière ?»« J'apprends que la richesse ne crée pas automatiquement la sagesse, » dit-elle doucement. « Et la pauvreté ne l'efface pas non plus. » Quelques têtes se tournèrent. Les lèvres de Daniel se courbèrent légèrement. La journaliste griffonna rapidement. « Et quel rôle jouerez-vous dans Okafor Holdings ?» Amara soutint son regard. « Celui de veiller à ce que les gens ne soient pas oubliés. » Voilà. Pas répété. Pas appris par cœur. Sa propre voix. Plus tard dans la nuit, alors qu'il rentrait en voiture, elle expira profondément. « Je ne t'ai pas embarrassé ?» demanda-t-elle. Daniel sembla presque offensé. « Tu t'es représenté toi-même, » dit-il. « Et cela n'est jamais embarrassant. » Elle s'adossa lentement au siège. Pour la première fois de sa vie, elle avait parlé sans se diminuer. Les mois passèrent. Amara commença à diriger de petits projets internes axés sur l'amélioration du logement communautaire. Elle visita des zones rurales avec Daniel, parla avec des femmes, écouta les agriculteurs, posa des questions sur l'eau et les systèmes d'irrigation. Elle n'était plus la fille qui se cachait lors des visites de prétendants. On l'écoutait désormais. On la respectait. Un après-midi, elle reçut un message, une vidéo. Quelqu'un lui avait envoyé un enregistrement venant du village d'Adab. Sa tante regardait la télévision dans une petite boutique. À l'écran, Amara parlait lors d'une conférence. Confiante. Éloquente. Rayonnante.
Les femmes autour d'elle la regardaient avec stupéfaction. « C'est la même fille ?» demanda quelqu'un avec incrédulité. Amara regarda la vidéo en silence. Pas avec colère. Pas avec orgueil. Avec clarté. Daniel remarqua son expression. « Qu'y a-t-il ? » « Rien, » répondit-elle doucement. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé pour toujours. La fille qu'ils avaient moquée n'essayait plus de leur prouver qu'ils avaient tort. Elle les avait simplement dépassés. Cette nuit-là, debout sur le balcon de leur manoir surplombant les lumières de la ville, elle sentit quelque chose d'inconnu se déposer dans sa poitrine. Ce n'était pas l'insécurité. Ce n'était pas la peur. C'était l'appartenance. Pas parce que son corps avait changé. Pas parce qu'elle avait épousé la richesse. Mais parce qu'elle avait découvert quelque chose de bien plus puissant. Sa voix. Et cette fois, personne ne pourrait la renvoyer à l'arrière-plan. Elle n'était plus la blague offerte devant une porte. Elle était une femme qui construisait ses propres portes. Et le monde commençait lentement à le remarquer. L'invitation était délibérée. Daniel ne l'avait pas suggérée par hasard. C'était Amara. « Je veux y retourner », dit-elle un soir, debout près de la grande baille vitrée de leur salon, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Daniel leva les yeux du dossier qu'il tenait. « À Hadab ? » ?»« Oui. » Il l'étudia attentivement. « Pourquoi ?» Elle croisa les bras doucement, réfléchissant. « Pas pour prouver quoi que ce soit, » dit-elle lentement. « Mais si je n'y retourne jamais, j'aurai toujours l'impression d'avoir fui. » Il referma le dossier. « Tu ne leur dois aucune explication. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Ce n'est pas pour eux. » Il attendit. « C'est pour moi. » Cela suffit. En quelques semaines, les préparatifs furent lancés. Pas pour une simple visite privée. Mais pour quelque chose de plus grand. Le lancement d'une œuvre caritative. Une fondation enregistrée à son nom, l'initiative Amara, consacrée à l'éducation et au logement des jeunes filles orphelines dans les communautés rurales. Lorsque les lettres officielles arrivèrent au village d'Hadab annonçant que l'événement s'y tiendrait, la confusion se répandit comme une traînée de poudre. Amara ? Quelle Amara ? La femme du mendiant ? Non, celle-là est partie en ville. J'ai entendu dire qu'elle a épousé un homme riche. Riche comment ? Les spéculations fleurirent. Et sous ces murmures, une certaine gêne. Le jour de l'événement arriva, lumineux et chaud. Le terrain poussiéreux près de la place du village avait été nettoyé et décoré. Un grand chapiteau blanc flottait dans la brise. Des rangées de chaises étaient soigneusement alignées. Une scène avait été construite simple mais digne. Des banderoles affichaient clairement le nom de la fondation. Les habitants arrivèrent tôt. La curiosité est plus forte que l'orgueil. Sa tante arriva vêtue de son plus beau pagne, celui qu'elle gardait pour les mariages et les anniversaires d'église. Son visage portait une expression tendue. Ni tout à fait de l'excitation. Ni tout à fait de la peur. Les mêmes femmes qui avaient autrefois moqué Amara se tenaient maintenant en petits groupes, chuchotant avec prudence. « Tu crois qu'elle va nous parler ? Peut-être qu'elle ne nous regardera même pas. J'ai entendu dire qu'elle vit dans un manoir. » Puis le convoi apparut. Moins spectaculaire que la première fois, mais impossible à ignorer. Les voitures arrivèrent lentement et se garèrent en ligne. La sécurité descendit d'abord, observant discrètement les environs. Puis Daniel sortit. Il portait un costume clair, élégant mais simple. Et ensuite Amara descendit de la voiture. L'air sembla changer. Elle portait une robe bleu profond, fluide mais modeste, parfaitement ajustée. Ses cheveux étaient coiffés simplement. Son maquillage doux et lumineux. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui essayait d'impressionner. Elle ressemblait à quelqu'un qui était exactement à sa place. Les murmures s'arrêtèrent instantanément. La respiration de sa tante se coupa. « C'est elle », murmura quelqu'un. Mais la différence ne résidait pas seulement dans ses vêtements. C'était son attitude. Ses épaules détendues. Sa tête haute. Son regard stable. Elle ne scrutait pas la foule avec anxiété. Elle avançait calmement. Daniel marchait à ses côtés. Pas devant. Pas derrière. À ses côtés. Lorsqu'ils approchèrent de la scène, le chef du village s'avança rapidement,
s'inclinant légèrement. Madame Amara, dit-il respectueusement. Le mot madame résonna au-delà du simple son. Amara sourit poliment. Merci de nous accueillir. Sa voix était claire, assurée, mesurée. Aucun tremblement. Aucune hésitation. Ils prirent place sur la scène. Le programme commença. Discours des responsables locaux, présentation formelle, applaudissements polis. Mais tout le monde attendait elle. Enfin, son nom fut appelé. Fondatrice de l'initiative Amara, Madame Amara Okafor. Les applaudissements furent d'abord hésitants, puis s'amplifièrent. Elle se leva lentement et s'avança vers le pupitre. Pendant un bref instant, elle regarda la foule. Le puits où elle allait chercher de l'eau. Les maisons d'où les rires la suivaient autrefois. La route poussiéreuse où elle avait été désignée comme une plaisanterie. Elle inspira profondément et commença. J'ai grandi ici. Un murmure d'approbation parcourut la foule. J'ai perdu mes parents très jeunes. Le silence s'approfondit. J'ai été accueilli par ma famille. On m'a nourri. On m'a logé. Sa tante bougea légèrement sur sa chaise. Et pour cela, je suis reconnaissante. La phrase tomba avec précision. Ni accusation. Ni éloge. Puis elle continua. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'important ici. Elle marqua une pause. Ce que cela fait d'être invisible. La foule devint parfaitement immobile. Ce que l'on ressent quand on parle de vous au lieu de vous parler. Sa voix ne trembla pas. Ce que l'on ressent quand on finit par croire que l'on est trop. Certaines femmes baissèrent les yeux. Elle continua. Pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi. Cette honnêteté transperça doucement l'assemblée. Je pensais que si je mangeais moins, si je parlais moins, si je riais moins, si je prenais moins de place, peut-être que je serais plus facile à aimer. Le chant était désormais silencieux, à l'exception du léger bruissement du vent. Mais j'avais tort. Sa voix se raffermit. Il n'y a rien de mal à prendre sa place. Quelque chose changea dans l'atmosphère. Je me tiens ici aujourd'hui non pas parce que j'étais la plus belle, ni parce que j'étais la plus intelligente, ni parce que j'ai épousé la richesse. Elle jeta un bref regard vers Daniel, comme une reconnaissance douce. Je suis ici parce que j'ai appris que la dignité ne dépend pas de l'opinion des autres. Les applaudissements commencèrent doucement, puis devinrent plus forts. Elle leva légèrement la main pour demander le silence. Cette fondation n'est pas une œuvre de charité. Elle laissa les mots s'installer. C'est une opportunité. Elle désigna la banderole derrière elle. Il y a des filles dans ce village et dans tant d'autres qui entendent dire qu'elles sont un fardeau. Le visage de sa tante pâlit. Il y a des filles qui se cachent pendant les visites de prétendants. Quelques personnes altèrent. Il y a des filles qui se rétrécissent pour que les autres se sentent à l'aise. La vérité était trop précise pour être ignorée. Je veux qu'elles sachent qu'elles n'ont pas besoin de se rétrécir. Sa voix se fit plus douce. Elles méritent l'éducation, la sécurité et la dignité. Cette fois, les applaudissements tonnèrent, pas forcés, mais mérités. Quand elle eut terminé, elle recula lentement. Daniel se leva et applaudit le premier. Puis toute la foule suivit non par obligation, mais par reconnaissance. Après la cérémonie, les gens s'approchèrent d'elle avec prudence. Les femmes qui autrefois riaient souriaient maintenant nerveusement. « Tu as bien parlé » dit l'une d'elles doucement. « Merci » répondit Amara calmement. Aucune amertume. Aucune arrogance. Juste de la grâce. Puis sa tante s'approcha lentement. Ses yeux étaient humides. « Amara » murmura-t-elle. Amara se tourna entièrement vers elle. Pas sur la défensive. Pas froidement. Simplement présente. J'avais tort, dit sa tante doucement. À propos de beaucoup de choses. L'aveu trembla dans l'air. Amara l'observa un long moment. Des années de souvenirs passèrent entre elles dans le silence. Je sais, dit Amara doucement. Les larmes coulèrent sur le visage de sa tante. Peux-tu me pardonner ? La question resta suspendue, lourde. Amara aurait pu utiliser ce moment pour se venger. Elle aurait pu lui rappeler chaque insulte, chaque gifle, chaque humiliation. Mais elle choisit quelque chose de plus lourd. « Je t'ai pardonné avant même de partir » dit-elle doucement.
Sa tante resta stupéfaite. Mais le pardon n'efface pas la vérité, ajouta Amara calmement. La phrase n'était pas cruelle. C'était une limite. Sa tante hocha lentement la tête. Je comprends. Pour la première fois, peut-être, elle comprenait vraiment. Alors que le soleil commençait à descendre, Daniel rejoignit Amara près du bord du terrain. Tu as été puissante, dit-il doucement. Elle expira lentement. J'ai simplement été honnête. Il sourit légèrement. C'est encore plus puissant. Elle regarda le village. Les enfants couraient entre les chaises. Les femmes se regroupaient en petits cercles. Les hommes parlaient de la fondation avec excitation. Ce n'était plus le rire qui remplissait l'air. C'était la possibilité. Je ne me sens pas en colère, admit-elle doucement. Tu ne devrais pas. Je ne me sens pas supérieur non plus. Il hocha la tête. C'est parce que tu es en sécurité intérieurement. Elle sourit légèrement. En sécurité. Ce mot avait été mérité. Alors qu'ils se préparaient à partir, la même route poussiéreuse s'étendait devant eux. Mais elle ne ressemblait plus à une sortie. Elle ressemblait à un pont. La fille qui s'y tenait autrefois comme une plaisanterie y revenait maintenant comme une voix. Pas pour humilier. Pas pour se vanter. Mais pour construire. Et lorsque le convoi repartit une fois de plus, les habitants du village d'Adab regardèrent en silence. Pas stupéfaits cette fois. Réfléchissant. Car cette réunion n'avait pas été une vengeance. C'était une évolution. Et la croissance, lorsqu'on en est témoin, pousse chacun à se demander. Pourquoi avons-nous ri de cette personne autrefois? Le succès ne vint pas d'un seul coup. Il se déploya lentement. Stratégiquement. Intentionnellement. Après le lancement à Adab, l'initiative Amara commença à recevoir bien plus d'attention que prévu. Les journaux locaux publièrent de petits articles. Puis les médias régionaux suivirent. Bientôt, les médias nationaux commencèrent à appeler. Pas parce qu'elle était la fille du village qui avait épousé un homme riche. Mais parce que sa fondation faisait quelque chose de différent. Elle ne donnait pas seulement de l'argent. Elle construisait une structure. Le premier projet commença 3 mois après la réunion. Un centre résidentiel d'apprentissage pour les filles orphelines et vulnérables dans une communauté rurale voisine. Amara insista pour être présente le jour où la construction commença. Le site sentait la terre fraîche et la possibilité. Les ouvriers se déplaçaient avec des matériaux. Les ingénieurs examinaient les plans. Daniel se tenait à côté d'elle, mais légèrement en retrait, lui laissant de l'espace. Un entrepreneur s'approcha. « Madame, vers quelle direction voulez-vous orienter l'entrée principale ?» Elle regarda attentivement le plan. « Vers l'est » répondit-elle après un moment. L'homme cligna des yeux. « L'est ?» ?»« Oui, dit-elle calmement. « Ainsi, les filles se réveilleront avec le lever du soleil. » Il sourit lentement. « Très bien. » C'était un petit détail. Mais les petits détails façonnent l'atmosphère. Daniel se pencha vers elle. « Tu penses à long terme. »« Je sais ce que cela fait de se réveiller dans l'obscurité, » répondit-elle doucement. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. À mesure que la construction progressait, Amara s'impliqua davantage dans Okafor Holdings également. Pas comme une décoration. Pas comme une épouse symbolique. Mais comme une contributrice. Au début, certains membres du conseil résistèrent. Quelques cadres plus âgés échangèrent des regards sceptiques pendant les réunions. « Elle n'a pas de formation formelle » murmura l'un d'eux à Daniel. La réponse de Daniel fut simple. « Elle a l'expérience de la vie. » Avec le temps, la résistance diminua. Pas parce que Daniel l'imposait, mais parce qu'Amara prouvait sa valeur. Elle examina personnellement les projets de logements ruraux. Elle insista pour inclure des puits communautaires, l'accès aux écoles et de petits espaces de marché dans les nouveaux quartiers. Les gens n'ont pas seulement besoin de maisons, dit-elle lors d'une réunion stratégique. La salle devint silencieuse. Ils ont besoin de systèmes. Et les systèmes créent la stabilité. Un membre plus âgé du conseil hocha lentement la tête. C'est exact. Son influence grandit. Non par intimidation, mais par clarté. Mais la croissance attire aussi les critiques. Un après-midi,
Un blog publia un article. De femme de mendiant à bienfaitrice milliardaire, tout n'est-il qu'une image. L'article insinuait que sa fondation n'était qu'un outil de publicité. Que sa transformation était exagérée. Que Daniel l'avait peut-être sauvée pour des raisons d'image. Les commentaires étaient cruels. Elle a juste eu de la chance. Elle est un projet. Elle a seulement épousé plus riche. Amara lut l'article seule dans son bureau. L'ancienne douleur remua légèrement. Trop. Pas assez. Indigne. Daniel la trouva plus tard, regardant son téléphone. Tu l'as vu? Demanda-t-il doucement. Oui. Il attendit. Elle lui tendit le téléphone. Il parcourut l'article. Je peux le faire supprimer, dit-il calmement. Elle secoua la tête. Non. Il la regarda attentivement. Cela ne me définit pas, dit-elle doucement. Mais cela définira ma réponse. Il observa son expression. Que vas-tu faire? Elle posa doucement le téléphone. Travailler. Il sourit légèrement. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que des résultats constants font taire le bruit bien mieux que les arguments. Elle expira. Parfait. Les mois passèrent. Le centre résidentiel ouvrit ses portes. 50 filles arrivèrent la première semaine. Amara se tenait à l'entrée, les regardant arriver. Certaines arrivaient avec de simples sacs en plastique contenant toutes leurs affaires. D'autres tenaient fermement la main de leur jeune frère ou sœur avant de la lâcher. Une petite fille attira immédiatement l'attention d'Amara. Petite, ronde de visage, évitant le contact visuel. Elle rappelait douloureusement Amara elle-même. La fillette sursauta légèrement lorsqu'un autre enfant la bouscula. Amara s'approcha lentement et s'agenouilla à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement. « Zanab » murmura la fille. « Zanab » répéta Amara chaleureusement. « Aimes-tu les livres » La fille hocha légèrement la tête. « Nous en avons beaucoup. » Les yeux de Zanab se levèrent légèrement, surprise. « Est-ce qu'ils vont se moquer de moi » demanda-t-elle soudainement. La question frappa profondément Amara. « Non » dit-elle fermement. « Pas ici. » La fille observa attentivement son visage, cherchant la vérité. Amara soutint son regard avec assurance. Ce n'était pas seulement des paroles rassurantes. C'était un engagement. Le changement devint visible non seulement dans ses projets, mais aussi dans sa présence. Elle n'hésitait plus avant d'entrer dans une pièce. Elle ne vérifiait plus nerveusement son reflet dans les miroirs. Son corps n'avait pas radicalement changé, même si elle avait adopté des habitudes plus saines pour la force et l'énergie. Mais la transformation n'était pas physique. Elle était intérieure. La confiance a du poids, et elle la portait bien. Lors d'un forum économique national, elle fut invitée à parler aux côtés de dirigeants d'entreprises influents. Le thème, le développement durable et l'investissement communautaire. Elle se tint derrière le pupitre, sans intimidation. Le développement sans empathie, commença-t-elle calmement, crée des infrastructures sans impact. Le public écoutait attentivement. J'ai grandi dans un village où la survie dépendait de la communauté, continua-t-elle. Quand nous construisons des maisons sans école, nous créons de la distance. Quand nous créons des emplois sans transport, nous créons de la frustration. Elle marqua une pause. L'investissement doit considérer les personnes avant le profit. Les applaudissements furent immédiats. Après son discours, plusieurs dirigeants vinrent la voir. Votre perspective est rafraîchissante, admit l'un d'eux. Elle sourit poliment. Elle est surtout pratique. Daniel observait à distance. La fierté était visible, mais discrète. Elle n'avait plus besoin de sa validation. Elle se tenait debout par elle-même. À Adab aussi, les choses avaient changé. Le centre d'apprentissage employait des travailleurs locaux. De petites entreprises commencèrent à apparaître près du site. Les routes furent améliorées. L'électricité devint plus stable. Un après-midi, sa tante visita le centre. Amara la vit de loin et s'approcha calmement. « Tu as construit tout cela » dit sa tante doucement en regardant autour d'elle. « Nous l'avons construit » corrigea Amara. Sa tante hocha lentement la tête. « Tu as toujours été forte » admit-elle doucement.
Je ne l'avais simplement pas vu. Amara observa son visage. Tu voyais ce qu'on t'avait appris à valoriser, répondit-elle doucement. Sa tante sembla confuse. La minceur, le mariage, l'approbation, précisa Amara. Sa tante baissa les yeux. C'était ma façon de survivre. Et voilà. L'écho des générations. La douleur transmise, déguisée en discipline. Amara ne protesta pas. Je ne te déteste pas, dit-elle doucement. Les yeux de sa tante se remplirent à nouveau de larmes. Je sais. Le blog qu'il avait critiqué finit par se taire. Les chiffres parlaient plus fort. Taux de réussite scolaire. Placement en bourse d'études. Opportunités d'emploi. L'initiative Amara s'étendit à 3 autres communautés en un an. Et quelque chose d'autre changea aussi. Les jeunes filles commencèrent à utiliser son nom comme exemple. Elle est comme Madame Amara. Elle vivait ici. Elle n'a pas abandonné. Voilà la véritable transformation. Pas la richesse. Pas l'influence. Un soir, Amara se tenait de nouveau sur le balcon de leur maison, regardant la ville. Daniel la rejoignit en silence. Tu réfléchis, observa-t-il. Oui. À quoi? À quel point c'est étrange, dit-elle lentement. Avant, je suppliais le monde de me voir. Elle sourit légèrement. Et maintenant? Maintenant, je me vois moi-même. Il glissa sa main dans la sienne. Le monde s'est ajusté. Elle secoua doucement la tête. Non. Elle regarda les lumières de la ville. C'est moi qui me suis ajusté. Le silence s'installa entre eux. Paisible. Mérité. La fille qui se cachait autrefois dans les arrière-salles était devenue quelqu'un que les autres s'avançaient pour écouter. L'orpheline autrefois appelée Fardeau avait construit des systèmes de soutien. Les rires qui la suivaient autrefois avaient été remplacés par quelque chose de plus fort. Le respect. Et cette fois, il ne venait pas de la richesse de son mari. Il venait de sa propre voix. Le changement n'avait pas été bruyant. Il n'avait pas été spectaculaire. Il avait été constant. Et les choses constantes durent. Et quelque part, dans des villages bien au-delà d'Adab, des filles se réveillaient face au lever du soleil. Parce qu'elle avait pensé à orienter un bâtiment vers l'est. C'était le genre de pouvoir qui ne disparaît pas. Et elle ne faisait que commencer. 5 ans plus tard. Le village d'Adab ne ressemblait plus au même endroit. La route poussiéreuse qui avalait autrefois les sandales était désormais pavée. De petites boutiques bordaient la place du marché. Une modeste clinique se tenait près du puits. Des lampadaires solaires s'allumaient au crépuscule. Le changement n'était pas arrivé du jour au lendemain. Il avait été intentionnel. Et même si Okafor Holdings finançait les infrastructures, tout le monde savait de qui venait la vision. Madame Amara Okafor. Ce nom ne paraissait plus surprenant. Il paraissait établi. À Lagos, le siège d'Okafor Holdings bourdonnait de précision. Les murs de verre reflétaient le mouvement et l'ambition. Les assistants se déplaçaient rapidement entre les réunions. Les téléphones sonnaient avec régularité. Dans la salle du conseil exécutif, Amara était assise en tête de table. Pas à côté de Daniel. À la tête. Les membres du conseil attendaient pendant qu'elle examinait une proposition. Une nouvelle expansion de logements abordables dans 3 communautés rurales supplémentaires, avec écoles et centres de santé intégrés. Elle referma doucement le dossier. Nous avançons, dit-elle calmement. Pas d'hésitation. Pas de recherche d'approbation. Juste une décision. Un cadre supérieur sourit légèrement. Bien sûr, madame. Daniel l'observait de l'autre côté de la table. Sans intervenir. Sans guider. Simplement fier. Après la réunion, il resta un instant. Tu ne m'as même pas regardé avant d'approuver, plaisanta-t-il. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil. Je n'en avais pas besoin. Il sourit. Tu es dangereuse maintenant. Elle leva un sourcil. Je l'ai toujours été. Il rit doucement. Oui. Il ne l'avait simplement pas encore compris. Sa fondation s'étendit au-delà du Nigeria. Partenariats internationaux. Bourse d'études à l'étranger. Programme de mentorat. Mais ce qu'elle protégeait le plus, c'était sa mission centrale.
La dignité d'abord. Un après-midi, elle visita le premier centre d'apprentissage qu'ils avaient construit. Les filles accoururent lorsque sa voiture arriva. Madame Amara. Les rires remplissaient l'air. Elle s'agenouilla parmi elles sans aucune gêne. Son corps avait changé au fil des années, plus fort, plus sain. Mais toujours le sien. Elle n'avait jamais poursuivi la minceur. Elle avait poursuivi la force. Une adolescente s'approcha timidement. Madame, puis-je vous poser une question? Bien sûr, répondit Amara chaleureusement. Avez-vous déjà eu honte? La question était fragile. Honnête. Amara réfléchit. Oui. Les yeux de la fille s'agrandirent. Mais la honte est apprise, continua Amara. Et ce qui est appris peut être désappris. La fille réfléchit en silence. Comment avez-vous désappris? Amara sourit doucement. J'ai arrêté de demander la permission d'exister. La phrase resta suspendue dans l'air comme quelque chose de sacré. À Hadab, sa tante dirigeait désormais une petite entreprise de restauration financée par une subvention de l'initiative Amara. Ce n'était pas de la charité. C'était une opportunité. Sa tante avait changé aussi. L'âge adoucit l'orgueil. Le regret adoucit l'ego. Un soir, Amara visita le village seule. Pas de convoi. Pas de médias. Elle passa par la petite cuisine de sa tante. L'odeur du ragoût remplissait l'air. Tu es venu sans prévenir, dit sa tante surprise. Je le voulais, répondit simplement Amara. Elles s'assirent dehors sur des tabourets en bois. Pendant un moment, elles parlèrent de choses ordinaires. La météo, les prix du marché, les mariages du village. Puis sa tante la regarda attentivement. Il te respecte maintenant. Amara pencha légèrement la tête. Le respect n'est pas une revanche. Sa tante hocha lentement la tête. Je pensais autrefois que le mariage était le seul salut, admit-elle. J'avais tort. Amara observa son visage. Le mariage ne m'a pas sauvé. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Elle sourit légèrement. Le fait de croire que je valais plus que la simple survie. Sa tante avala difficilement. Je ne savais pas comment enseigner cela. Je sais, répondit Amara doucement. Et elle le pensait sincèrement. Des années auparavant, elle se tenait devant une porte comme une plaisanterie. Maintenant, elle se tenait sur des podiums comme une leader. Mais la transformation la plus importante n'apparaissait pas dans les titres des journaux. Elle était intérieure. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur la gosse, Amara et Daniel étaient assis sur le balcon. Le même balcon où elle s'était autrefois sentie incertaine. Les lumières de la ville scintillaient en dessous. Penses-tu parfois à ce jour-là? Demanda Daniel doucement. Lequel? Celui de la porte. Elle sourit lentement. Parfois. Et elle posa doucement sa tête contre le dossier de la chaise. Je ne me sens plus embarrassée. Il attendit. Je me sens reconnaissante. Il la regarda, surpris. Pour avoir été moquée, pour avoir survécu à cela, précisa-t-elle. La pluie tapotait doucement contre la rambarde en verre. Si on m'avait célébré à ce moment-là, continua-t-elle, j'aurais peut-être cru que ma valeur dépendait de leur approbation. Il hocha lentement la tête, et maintenant elle regardait la ville. Ma valeur n'est pas négociable. Les mots étaient simples, inébranlables. Quelques mois plus tard, elle reçut un prix, leader humanitaire national de l'année. La cérémonie fut télévisée. Lorsqu'elle traversa la scène pour le recevoir, les applaudissements furent tonitruants. Mais ce qui attira le plus son attention n'était pas le public dans la salle. C'était le flux des caméras projetées sur le grand écran derrière elle. Dans de petits cadres partagés, des communautés à travers le pays regardaient en direct. Parmi elles, dans un village d'Hadab, des femmes au marché, des enfants au centre d'apprentissage, sa tante assise fièrement devant une petite télévision. Amara prit le micro. Cette reconnaissance ne m'appartient pas seulement, commença-t-elle calmement. Elle appartient à chaque fille à qui l'on a dit qu'elle était trop. Sa voix était assurée. Elle appartient à chaque enfant qui a appris à se rétrécir pour survivre. La salle se tut. Vous n'êtes pas trop, dit-elle clairement. Vous étiez simplement entouré de personnes qui ne pouvaient pas mesurer votre valeur. Les applaudissements éclatèrent.
Mais elle n'avait pas fini. La plus grande transformation n'est pas de passer de la pauvreté à la richesse, continua-t-elle. Elle consiste à passer du doute de soi à la confiance en soi. Le public se leva, ovation debout. Mais quelque part plus profondément, quelque chose d'autre se tenait aussi. La clôture, la résolution intérieure. Plus tard dans la nuit, après le départ des caméras et l'évanouissement des applaudissements, elle se tenait seule dans sa loge, tenant le prix. Pas un large sourire, juste la réflexion. Il y avait eu un temps où elle croyait que son histoire se terminait par l'humiliation d'un mariage forcé, par la moquerie, par le fait d'être rejetée. Maintenant, elle comprenait autre chose. Le commencement ressemble souvent à la fin quand on ne peut pas voir au-delà. Daniel entra doucement. « Tu as bien fait, dit-il doucement. » Elle posa le prix. « Tu sais ce qui est drôle ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» Il pensait que m'épouser avait changé ma vie. Il sourit légèrement. « Ne l'a-t-elle pas fait ?» Elle s'approcha. « Cela m'a donné des opportunités. » Elle toucha légèrement sa poitrine. « Mais cela a changé ma vie. »« Ton cœur ?» tenta-t-il. « Ma croyance ?» corrigea-t-elle doucement. Il hocha lentement la tête. Oui, c'était cela. Des années plus tard, les enfants d'Adab grandiraient en entendant son histoire. Mais pas comme des ragots, comme une légende. Pas l'orpheline ronde, pas la mariée pauvre, mais la femme qui a construit des portes là où il n'y avait que des murs. La femme qui est revenue sans amertume, la femme qui a prouvé que la dignité ne se reçoit pas, elle se réclame. Et ceux qui riaient autrefois, ils ne se sentaient plus honteux parce qu'elle les avait humiliés. Ils se sentaient honteux parce qu'elle ne l'avait jamais fait. Voilà la différence. Le pouvoir qui cherche vengeance brûle vite. Le pouvoir qui construit dure. Et Amara Okafor, elle n'était plus la fille que personne ne voulait. Elle était la femme qu'ils avaient sous-estimée. Et cela, au final, fut leur plus grande erreur. Si vous avez apprécié l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous d'où vous regardez. Passez une merveilleuse journée.